Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette deuxième séance intitulée « Contrairement à mes attentes ». Souvenez-vous de la dernière fois où vous avez assisté à un mariage? Vous avez vu la mariée toute excitée de convoler. Elle avait des attentes de ce qu'elle serait en tant qu'épouse et que mère. Selon toute probabilité, ses attentes étaient à l'image de sa maman. Le jeune marié, lui aussi, avait des attentes à propos de ce qu'un mari devrait être et peut-être aussi un père. Ces attentes étaient liées à ses représentations, probablement provenant des observations de son père. Par conséquent, ils sont venus tous deux au mariage avec des attentes différentes, basées sur leurs familles respectives. Quant aux attentes du mariage, plus la divergence entre les attentes et la réalité est grande, plus la possibilité de déception et de colère est grande. C'est parce que les attentes irréalistes deviennent des attentes non satisfaites, qui ont pour résultat la colère, la peur, la frustration, la souffrance. Au départ, les attentes peuvent être irréalistes parce qu'elles ne sont pas raisonnables tout simplement, parce qu'elles sont entrées dans un monde qui n'existe pas. Nous recommandons un livre pour les couples qui veulent se marier, Avant de dire oui, de Norman Wright et de Wes Roberts. Regardons maintenant un couple imaginaire, Patricia et Patrick. Patricia et Patrick ont chacun des attentes de l'autre qui sont irréalistes, tout simplement parce qu'elles ne sont pas raisonnables, du moins dans un domaine. Patricia est romantique, comme la plupart des femmes. Elle a aimé tout le temps que Patrick lui a consacré et toute l'attention qu'il a fait pleuvoir sur elle juste avant le mariage. Patricia est tout à fait persuadée qu'à leur 40e anniversaire de mariage, Patrick tournera toujours autour d'elle avec cette même intensité romantique. Patricia, je suis désolée de vous le dire, mais ce garçon n'a simplement pas assez d'énergie pour cela. Ce n'est pas le monde réel. Il y aura beaucoup de choses et de gens qui auront besoin d'un peu de son attention et de son énergie. Donc, vous constatez comme moi que l'attente de Patricia dans ce domaine est irréaliste car non raisonnable. Son attente est basée dans un monde qui ne peut pas exister. Et du côté de Patrick, quand il se marie, Patricia a 24 ans, mesure 1,60 m et pèse 50 kg. Et Patrick, il est certain qu'à leur 40e anniversaire de mariage, Patricia mesurera toujours 1,60 m et pèsera toujours 50 kg. Voyons, Patrick, si elle travaille à surveiller son poids, la petite chose qu'on appelle la gravité va causer des dégâts. Et à propos, Patrick, cela vous causera des dégâts aussi. Donc, de nouveau, vous voyez que l'attente de Patrick est irréaliste car non raisonnable. Les gens prennent de l'âge, ils vieillissent. Qu'est-ce qui se passerait si Patrick et Patricia et Patrick. Ah oui, excusez-moi. Patricia et Patrick parviennent à modifier leurs attentes en quelque chose de plus raisonnable, de plus réaliste. Bon, nous en parlerons à la fin de cette séance. Si vous voulez connaître la chute de l'histoire de Patricia et Patrick, vous devrez rester à l'écoute. Maintenant, nous allons parler de quelques attentes irréalistes du mariage. Bon, quelles sont quelques-unes de ces attentes irréalistes? Le mariage est comme une histoire d'amour. Le mariage est comme une histoire d'amour? En aucune façon. L'attente numéro 1, c'est que l'amour restera toujours romantique. Cet amour sera toujours comme ce temps excitant et exaltant quand vous sortiez ensemble. C'est impossible. Bon, pour avoir un mariage équilibré, il faut avoir 4 sortes d'amour. Nous nous servirons de 4 mots grecs parce qu'ils pourront nous aider à donner quelques éléments spécifiques qui devraient être présents dans le mariage. Ils sont l'amour agapé,
l'amour filial, l'éros et l'épithumia. Le premier type d'amour, c'est l'amour agapé. C'est l'amour divin. L'agapé dit « Je veux ce qui est le mieux pour toi ». Voilà une décision que nous prenons, une décision de bénir. Une décision de bénir. Voici le ciment du mariage. Voici l'amour de Dieu dans la Bible, car Dieu a tant aimé le monde. Nous parlons de cette sorte d'amour. Dieu a aimé le monde non pas à cause des mérites du monde, mais à cause de qui est Dieu, l'amour même. C'est donc l'amour de base. Voici l'amour qui fera tenir le mariage. Par exemple, il y aura des jours que vous le reconnaissiez ou non, ou vous n'aimerez pas votre conjoint. Voilà les jours où il faut prendre la décision d'aimer. Vous le faites avec vos enfants, n'est-ce pas? Si votre enfant marche déjà, chers parents, vous devez déjà comprendre que, par exemple, quand il avait 2 ans et qu'il a frappé le sol du pied en disant non, vous l'avez regardé et vous vous êtes dit, tu sais, tu n'es pas aussi mignon que tu étais. Ensuite, vous avez dû penser, il y a un garçon un peu plus loin dans la rue que nous préférons, donc nous allons faire le troc. Non. Bon, ces jours-là, avec votre enfant, il faut vous dire, je vais l'aimer quand même. Et il faut faire de la même façon avec votre conjoint. Bon, vous avez pris cet engagement. Le deuxième type d'amour dans le mariage, c'est l'amour filio. Et ce mot grec signifie l'amitié. L'amitié. Sans mentir, mesdames et messieurs, tout au long du mariage, l'amitié connaît des hauts et des bas. Normalement, nous sommes très proches émotionnellement au moment du mariage. Pourquoi? Parce que vous avez donné beaucoup à l'autre, votre temps, votre énergie, toutes vos ressources. Vous étiez les meilleurs amis du monde. Vous étiez très proches émotionnellement. Mais n'est-ce pas incroyable que les gens croient que, parce qu'ils sont les meilleurs amis du monde quand ils se marient, ils resteront les meilleurs amis à tout jamais? C'est absolument faux. Simplement parce que la réalité arrive à grands pas. La question n'est pas si vous allez être séparés émotionnellement, mais quand cela arrivera. Pourquoi? Parce que se consacrer tant de temps mutuellement n'est certainement pas urgent. Je parle des choses urgentes comme les enfants, le travail, les parents, l'église. Que de bonnes choses, certainement. Mais il faut prendre du temps pour toutes ces choses. Ainsi, passer du temps ensemble tous les jours paraît peut-être sacrifiable et pas indispensable. En conséquence, beaucoup de couples le laissent tomber, malheureusement. Les années s'écoulent et en général, dans la première décennie, le couple regarde leur relation et se disent « Ça alors, nous ne sommes pas aussi proches qu'avant. Que s'est-il passé? » Les gens le diraient « Divorcer, jeter l'éponge et recommencer avec quelqu'un d'autre. » Et Dieu pleure et Satan ricane. Mais mesdames et messieurs, la séparation émotionnelle n'est rien de plus qu'un signal d'alarme. Et faites attention à votre relation. Mettez les enfants au lit un peu plus tôt. Dites non à certains projets et dites non à certaines personnes. Consacrez du temps l'un à l'autre. En d'autres termes, donnez la priorité à votre temps ensemble. Voici souvent ce qui se passe. Après 15 ans de mariage, les enfants sont devenus adolescents et les responsabilités augmentent. Peut-être même un changement professionnel. Et alors, le couple se regarde et voilà. Ils sont séparés émotionnellement. Juste un signal d'alarme. Bon, d'accord. Dans ce cas, passez plus de temps ensemble. Dites non à certains devoirs, dites non à certaines personnes. Il ne faut pas oublier que l'amour agapé est la force du mariage et l'amour filio est la santé du mariage. N'oubliez pas ce que Arlan vient de dire. L'agapé constitue la force du mariage et le filio constitue la santé du mariage.
Le troisième mot grec pour l'amour, c'est eros. Voici l'amour romantique. L'amour romantique. Voici ce qui caractérisait votre relation avant le mariage. Chacun fait des choses gentilles pour l'autre. L'envoi des cartes, des cadeaux surprises, les mots tendres, les coups de fil. Le garçon ouvre la porte pour la fille, il lui tire la chaise au restaurant et ainsi de suite. Bon, après le mariage, toutes ces choses maintiennent de bonnes relations. Toutefois, ce n'est pas le ciment du mariage comme l'amour agapé. Malheureusement, souvent, si vous demandez au couple s'ils font toujours ces choses, ils répondent « Eh bien non, nous sommes mariés maintenant. » D'accord, mais le couple a toujours besoin de l'amour romantique. Il ne constitue pas la force du mariage ni la santé du mariage, mais il est, malgré tout, très important qu'il soit parsemé tout au long du mariage. Le quatrième mot grec, epitomia, ne signifie pas du tout amour. Nous l'utilisons malgré tout dans notre définition de l'amour parce que notre société se sert de l'idée. L'épitomia signifie un désir profond, n'importe quel désir profond. Bon, nous l'utilisons ici de la même manière que dans la littérature grecque. Là, il s'agit du désir profond, de l'union physique, la pulsion sexuelle. Le désir profond de l'union physique. Bon, il y a quelque chose de très intéressant au sujet de ce petit mot grec. Il prend son sens positif ou négatif selon le contexte. Si le mot est utilisé égoïstement, « tu me dois ça puisque tu es ma femme », ou « je vais te culpabiliser, je vais te manipuler, je vais exiger beaucoup de toi. Je te ferai tout ce que je veux pour avoir ce que je mérite dans ce mariage. » Si le contexte est égoïste, c'est la chose la plus destructrice en grec. Le même mot, utilisé dans un contexte généreux, comme un cadeau offert avec amour à son conjoint, intéressé non pas à ce que je reçois, mais à ce que je donne, c'est probablement l'idée la plus merveilleuse en grec. Est-ce que vous avez compris? Le même mot dans un contexte égoïste est destiné à monter l'homme contre la femme. Mais dans un contexte généreux, il est un beau cadeau qui est offert mutuellement. Tout dépend du cœur. Nous vous en dirons plus au sujet de la sexualité dans quelques instants. Bon, que voulons-nous dire? Non, nous disons que pour avoir un mariage équilibré, il faut avoir tous ces quatre types d'amour. Il est irréaliste de croire que le mariage sera toujours romantique. N'est-ce pas? La deuxième attente irréaliste, c'est « quand j'épouserai cette personne, tous mes besoins seront satisfaits. » Quoi? Tous mes besoins seront satisfaits? Non, cela n'arrive qu'à Hollywood, pas dans la réalité. En plus, beaucoup ont des besoins émotionnels non satisfaits datant de leur enfance. On ne s'est pas occupé de vous, peut-être, on ne vous a pas chéri, on ne vous a pas assez encouragé. S'attendre à ce que votre conjoint satisfasse à ces besoins-là n'est pas du tout réaliste. Un homme va chez le médecin l'examine et lui fait savoir que son état est si grave qu'il va mourir. Évidemment, c'est le choc. L'homme demande au médecin. Est-il possible de faire quelque chose? Le médecin répond. Non, mais il y a des choses que votre femme peut faire. Croyez-vous qu'elle aimerait que vous viviez plus longtemps? Bien sûr qu'elle m'aime. Alors, l'homme rentre chez lui et dit. Mon ange, le médecin dit que je suis dans un triste état et que j'ai besoin de certaines choses. Est-ce que tu veux bien m'aider à vivre plus longtemps? Bien sûr que oui, mon chéri. Je serai heureuse de faire tout ce que le médecin dira. Alors, la femme se dépêche d'aller chez le médecin et elle demande « Docteur, que dois-je faire pour que mon mari vive plus longtemps ?» Il répond Il a besoin de 3 bons repas par jour, que vous soyez aux petits soins pour lui, que vous soyez toujours d'accord avec lui et que vous lui montriez la meilleure façon de faire l'amour. C'est le seul moyen pour qu'il puisse vivre longtemps.
Choquée, la femme demande. En êtes-vous sûr? Eh ben, d'accord. Et elle rentre chez elle. Son mari l'attend avec inquiétude pour apprendre ce que le médecin a dit. Chérie, chérie, qu'a dit le médecin? Il a dit que tu allais mourir. Bon, nous aimerions vous proposer un principe. Que les besoins essentiels que nous avons tous, par exemple l'assurance et la confiance, se trouvent satisfaits non pas par une autre personne, mais par une relation avec Dieu. Nous croyons que chaque individu a en lui un vide et que la seule manière, moyen plutôt, de remplir ce vide, c'est d'y mettre Dieu. Comme dit Saint Augustin, la seule chose qui peut compléter notre cœur, c'est Dieu lui-même. Parfois, les gens essaient de remplir leur vide avec une carrière, de l'argent, du sexe, des loisirs ou même une autre personne. Malheureusement, cela ne marche pas du tout. Ainsi, croire qu'une personne, parce que nos besoins changent, soit à 20 ans ou à 40 ans, croire qu'une autre personne peut s'occuper de nos besoins n'est simplement pas réaliste. La troisième attente irréaliste du mariage, c'est que avoir des rapports sexuels égale l'épanouissement sexuel. Certains croient qu'avoir des rapports sexuels égale l'épanouissement sexuel. Il faut comprendre que l'épanouissement sexuel implique l'union complète du couple, physiquement, émotionnellement et spirituellement. C'est donner et recevoir mutuellement, et non pas prendre ni se servir de l'autre. À cause de leur caractère biologique, les hommes et les femmes voient l'épanouissement sexuel différemment. La capacité de l'homme à participer à l'union sexuelle est plus une réaction physiologique. Celle de la femme est plus fondée sur ses émotions et sa façon de penser. Malheureusement, si l'un des partenaires estime qu'il n'a pas ce qu'il mérite ou ce qu'il devrait avoir, ainsi ils se mettent à contraindre ou culpabiliser l'autre. Alors, si un homme aime vraiment sa femme, il sera très très conscient du fait que pour qu'elle soit une épouse bien disposée sexuellement tout au long de leur vie ensemble, il doit essayer de satisfaire ses besoins émotionnels. Il est très difficile, pour ne pas dire impossible, tout au long de sa vie, qu'une femme ait une bonne réponse sexuelle envers son conjoint si les deux sont séparés émotionnellement. Les femmes ne fonctionnent pas comme cela, tout simplement. La femme a besoin d'approbation, elle a besoin de se sentir bien, elle a besoin de conversation. Si une femme ne va pas bien émotionnellement, elle ne voudra pas faire l'amour. Bon, ça peut être un cercle vicieux. L'homme n'a pas de rapport assez fréquemment, donc il recule émotionnellement. Ainsi, sa femme se sent plus séparée et devient plus distante, et ainsi de suite. Nous verrons beaucoup de ces choses prochainement dans la séance « Aimer tout au long de sa vie ». Mais maintenant, regardons les choses sous un autre angle. Une femme qui aime vraiment son mari sera très consciente du fait qu'elle devra être 3 ou 5 ou peut-être même 7 fois plus active sexuellement qu'elle en a physiologiquement besoin ou qu'elle en a vraiment envie, par égard pour son conjoint. Ni juste ni faux, seulement différents. Les hommes et les femmes sont très différents dans ce domaine. Bon, prenons cette information et allons plus loin. Supposons que nous ayons 3 couples avec nous. Couple A, couple B, couple C. Ces 3 couples sont très différents. Bon, regardons d'abord le couple A. Ils veulent la même chose quand ils parlent de l'épanouissement sexuel. Ils sont sur la même longueur d'onde. Ils sont mariés depuis plus de 35 ans et puis ils sont vraiment les meilleurs amis du monde. Ils ont eu des enfants et se sont occupés de leurs parents vieillissants, de leur propre changement professionnel.
Ils constatent malgré tout qu'ils définissent l'épanouissement sexuel très différemment 35 ans après. La première année, c'était la passion, la fréquence et la méthodologie. Et maintenant, ils trouvent que l'épanouissement sexuel peut vouloir dire beaucoup de choses, pas seulement l'acte sexuel. De temps en temps, ils éprouvent l'épanouissement en se donnant la main. Merci. Parfois, ils font une promenade. Parfois, ils se serrent dans les bras. Tout cela amène à l'épanouissement sexuel. Attention, une partie de notre culture dit que ce scénario n'est pas normal. Certains disent que si on n'a pas de rapport sexuel 3,5 fois par semaine, le couple est malade et il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je leur dis, ne t'en mêle pas, laisse-les tranquilles, ils vont bien. Ils sont les meilleurs amis du monde, ils vieillissent ensemble. Félicitations, couple A, continuez sur cette voie. Au couple B, puisque vous représentez la plupart de l'humanité, nous allons vous laisser juste un instant pour passer au couple C. Le couple C est marié depuis environ 10 ans. Eux aussi, ils veulent dire la même chose quand ils parlent de l'épanouissement sexuel. Mais alors que le couple A définit l'épanouissement de plusieurs façons, le couple C le définit avec la même méthodologie, fréquence et passion qui caractérisait la lune de miel et les 2 années suivantes. Sauf le respect que je vous dois, couple C, votre attente est impossible sur les plans scientifiques et biologiques. D'abord parce que maintenant, vous êtes plus âgé. Oui, l'âge influence le taux d'hormones. L'âge influence le taux d'hormones. Les besoins sexuels de l'homme, c'est-à-dire sa libido, restent longtemps élevés. C'est stable quant à l'intensité, la force, le niveau hormonal, la pulsion sexuelle, jusqu'à 35 ans environ. Puis, le niveau commence à baisser, mais très légèrement. Pas du tout pour la femme. Ses besoins sexuels, sa libido, resteront élevés jusqu'à la trentaine, à moins qu'elle n'accouche. En effet, après l'accouchement, la libido d'une femme baisse. Et ensuite, ce sont les montagnes russes. Et si elle a 2 ou 3 enfants en bas âge à la maison, sa libido est au 2e sous-sol. Et pour les couples plus près de notre âge, mesdames, si votre manque du désir s'installe, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin généraliste ou votre gynécologue. Si le dysfonctionnement est plutôt chez votre mari, proposez-lui de l'accompagner pour consulter un médecin. Rassurez-le, il est loin d'être le seul. Près de 3 millions de Français seraient concernés et même un homme sur 3 après 40 ans. Et de nos jours, presque toutes les causes du dysfonctionnement ont une solution médicale. Ainsi, mesdames et messieurs, ce à quoi nous avons affaire ici est une très grande différence quant aux besoins sexuels. Bon, si l'un est demandeur et l'autre non, pas question de renoncer ou de se résigner. Une sexualité épanouie, ça se cultive. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas cela. Ils ne prennent pas le temps d'en discuter et cela crée des barrières. Donc, couple C, tout d'abord, ce que vous attendez du mariage est impossible simplement parce que vous avez vieilli. La seconde raison, couple C, pour laquelle votre attente est impossible, est un mot scientifique, l'accoutumance. C'est-à-dire, vous vous êtes habitué aux choses qui vous sont généralement à votre disposition, aux choses qui vous entourent habituellement. L'accoutumance est quand vous vous êtes habitué aux stimuli, ce que vous voyez, ce que vous entendez, qui sont généralement à votre disposition. Par exemple, pensez à une nouvelle voiture. Vous achetez une voiture neuve, vous la lavez quand elle n'en a pas besoin. Et après 5 ans ou 6 ans, vous n'avez même plus envie d'y toucher.
Vous pourriez y tracer votre nom avec le doigt sur la saleté et vous vous en moqueriez complètement. Voici l'accoutumance. Maintenant, appliquons cela au mariage. Quand un jeune couple se marie, tout est nouveau. Les préliminaires sont nouveaux, la nudité est nouvelle, l'acte sexuel est nouveau. Donc, tout est excitant. Bon, regardons de nouveau le couple C 10 ans après, pour voir ce qui arrive à leur couple, à leur vie sexuelle. Nous ne disons pas que c'est mauvais, mais à cause de l'accoutumance, ce n'est plus nouveau, n'est-ce pas? Ils s'y sont habitués. Ainsi, le couple qui veut la même passion en l'an 10 qu'en l'an 1 ne peut pas l'avoir tout simplement, pour les raisons que nous avons données. Ils sont plus âgés maintenant et à cause du concept de l'accoutumance. Bon, c'est ici que quelques couples commencent à faire de mauvais choix. Par exemple, la pornographie peut pénétrer dans la relation et y mettre du piment pendant un certain temps. Pourquoi? Bon, c'est nouveau, jamais vu, jamais connu. Mais alors, que se passera-t-il? À cause de l'accoutumance, il leur en faut de plus en plus. Un bon livre sur ce sujet, c'est S'affranchir du secret, la sexualité compulsive de Patrick Carnes. Couple B, maintenant, vous êtes convoqués. Vous représentez vraiment la plupart de l'humanité, parce que, voyez-vous, ce sont des pôles opposés. L'homme aimerait avoir des rapports 5 fois par semaine, quant à la femme, pour elle, 3 fois par an. Cela suffit amplement. Bon, je dis cela pour plaisanter, mais je crois que vous comprenez. Les deux ne pourraient pas être plus différents dans ce domaine. Donc, couple B, vous représentez réellement la majorité des couples. Ce n'est qu'à Hollywood, uniquement dans un monde qui n'existe pas, que les hommes et les femmes sont vraiment d'accord tout au long de leur vie sur le plan sexuel. Tout simplement, cela n'arrive pas dans le monde réel. Nous n'arrivons pas à être d'accord sur la façon d'élever les enfants, sur la façon de préparer un steak, ou aller passer les vacances, combien de temps les beaux-parents peuvent rester en été. Comment est-ce possible que vous pensiez possible d'être d'accord sur la passion sexuelle? Ce n'est pas possible. Je fais une petite parenthèse ici. Nous aimerions vous recommander 2 bons livres qui pourraient peut-être vous aider à être d'accord, du moins, sur l'éducation des enfants. Fin de parenthèse. Ainsi, couple B, je vais vous dire, arrêtez de lire les romans à l'eau de rose et de regarder les feuilletons. Faites attention aux films et aux sitcoms que vous regardez, parce que toutes ces choses créent un monde qui n'existe pas. Ce qui compte dans le couple, c'est le compromis. Mesdames, très franchement, il y aura des saisons dans votre mariage où vous devrez être plus actifs sexuellement que vous n'en avez envie. Sinon, votre conjoint sera frustré. Et messieurs, très franchement, il y aura des saisons où vous devrez être moins actifs sexuellement que vous n'avez en besoin ou envie. Sinon, vous allez l'épuiser. Comment l'expliquer autrement? Le compromis est essentiel. Placez votre vie sexuelle dans le contexte de se donner à l'autre. La 4e attente irréaliste du mariage, c'est que des questions financières ne poseront jamais de problème. Tiens donc, des questions financières ne sont jamais un problème pour vous? Nous ne connaissons pas de couple qui soit marié depuis longtemps qui n'ait pas eu de problème financier un jour ou l'autre. Et ce problème se transforme en d'autres problèmes. Mais quand on aime, on ne compte pas, affirme le dicton. En réalité, c'est plutôt l'inverse. Bon, les désaccords relatifs à l'argent sont l'une des principales causes de divorce. Pour les experts, ils conseillent de s'investir au maximum pour régler ce type de problème. Tout d'abord,
Arrêtez vos mauvaises habitudes financières. Arrêtez vos mauvaises habitudes financières. Par exemple, Mon numéro 1, c'est la satisfaction immédiate. Beaucoup de jeunes couples veulent tout de suite. Ils ne veulent pas en avoir moins, ils ne veulent pas attendre. beaucoup de personnes tombent dans le piège de cette fausse conviction. Pour être heureux, je dois avoir tout ce que je désire. Je le veux, donc je dois l'avoir. C'est la satisfaction immédiate. Les achats d'impulsion arrivent en numéro 2 des mauvaises habitudes. Quelqu'un a une mauvaise journée, alors il empoigne sa carte de crédit, il va au centre commercial le plus proche. Les achats d'impulsion. La troisième mauvaise habitude qu'il faut arrêter, c'est d'acheter à crédit. Attention au crédit. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec une dette de 2 700 €, si vous payez 2% de la dette chaque mois, il vous faudra 27 ans pour la rembourser et que vous aurez payé 11 € en intérêt? 11 000. Oh oui, 11 000 € en intérêt pour un emprunt de 2 700 €. Bon, la quatrième mauvaise habitude, c'est de se porter garant. Par exemple, co-signer avec quelqu'un pour son bail. Se porter garant n'est pas du tout une bonne idée. Ensuite, faites attention aux pièges financiers. Faites attention aux pièges financiers. Bon, un premier piège est un budget inefficace. Franchement, il ne s'agit pas de maths, mais pas de magie. Soit vous avez l'argent pour acheter quelque chose, soit vous ne l'avez pas. Il n'y a pas beaucoup de dépenses fixes, vous savez. La nourriture et la maison, voilà. Un bouquet de chaînes télé ne constitue pas une dépense fixe. Un smartphone récent n'est pas une dépense fixe. Attention au budget inefficace. Bon, un deuxième piège financier est une voiture. La voiture est désormais un luxe, non seulement à cause du prix de l'essence, mais aussi à cause des pièces attachées et de l'entretien. Oui. Savez-vous que, selon l'Automobile Club en 2020, le budget d'une petite Clio dépasse les 7 000 € par an? Aussi, écoutez un bon conseil pour les problèmes financiers. Écoutez les bons conseils. Tout d'abord, c'est une bonne idée de devenir propriétaire si possible. Devenez propriétaire. Deuxième, il faut prendre des assurances. Prenez des assurances. Troisièmement, le mieux serait de placer votre argent pour prévoir l'avenir. Placez votre argent. Finalement, il faut ouvrir un compte de caisse de prévoyance. Les experts disent qu'il vaut mieux épargner 6 mois de salaire en cas de frais imprévus. Ouvrez un compte de caisse de prévoyance. Parlons maintenant de quelques attentes qu'il est possible d'avoir de son conjoint. Numéro 1. Il ou elle ne changera jamais et se comportera toujours comme aujourd'hui. Il ou elle ne changera jamais, se comportera toujours comme aujourd'hui. Mais non. Bon, croyez-le ou non, au fur et à mesure que les années passent, nous changeons tous. Une épouse demande à son conjoint, « Est-ce que tu m'aimeras toujours si j'ai les cheveux gris ?» Il répond, « Je t'ai aimé avec toutes les autres couleurs, donc pourquoi pas les cheveux gris ?» Vraiment, les gens changent. Nous ne restons pas toujours les mêmes. La deuxième attente irréaliste de son conjoint, c'est « Il ou elle devrait être toujours d'accord avec moi ou devrait changer d'avis. » Il ou elle devrait être toujours d'accord avec moi. Ah! Bon, quelqu'un peut croire qu'il n'est pas réellement autoritaire, mais simplement que ses idées sont meilleures. Sérieusement, pourquoi voulons-nous que les autres soient d'accord avec nous? La réponse est que cela donne une impression de contrôle. Vous vous dites, non, je ne veux pas avoir du pouvoir sur les gens.
Mais attendez, les humains se complaisent dans le contrôle, dans la prévisibilité. Nous n'aimons pas les surprises. Nous aimons savoir ce qui va arriver. Oh, mais je peux contrôler mes enfants parce que j'ai lu tous les bons livres sur l'éducation des enfants. Ces enfants vont devenir des adultes et prendre leur propre choix. Je peux maîtriser ma santé en mangeant des fruits et des légumes. Mais le contrôle n'est qu'une illusion parce que les cellules de cancer peuvent se développer pendant que nous parlons. Je peux contrôler mon mariage parce que j'ai lu tous les bons livres et j'ai suivi les bons séminaires. Je vais être le meilleur conjoint qui soit. Ce n'est qu'une illusion. Votre conjoint prend des décisions séparément et en dehors de vous. Mesdames et messieurs, tout ce que je peux maîtriser, c'est moi-même, et seulement par moment. Tout ce que je peux maîtriser, c'est moi-même, et seulement par moment, y compris comment nous réagissons à certaines situations. Tout le reste n'est qu'une illusion. Cela semble si simpliste, n'est-ce pas? Mais il y a de nombreuses personnes qui croient sérieusement, si elles le reconnaissent, qu'elles devraient pouvoir contrôler leur conjoint, ou un parent, ou un frère, ou un ami, ou peut-être un collègue. Renoncez à cela. Tout ce que vous pouvez maîtriser, c'est vous-même, et seulement par moment. Bon, je peux aucunement contrôler comment Pamela voit les choses. Et elle ne peut pas contrôler comment je vois la façon de les voir aussi. Par exemple, elle est sortie faire les courses et je suis seul à la maison et notre fille Jana appelle. Bon, c'est elle qui a 3 de nos petits-enfants et Pamela et moi, nous aimons toujours avoir des nouvelles. Bon, Jana et moi, nous discutons. Puis nous accrochons et Pamela entre et me demande... Est-ce que quelqu'un a appelé? Oui, Jana a appelé. Ah, Jana, mais Oui. comment vont-ils? Elle va bien, tout le monde va bien. Ah oui? Oui, Les enfants vont bien chez la nounou? oui, elle m'a parlé de ça, oui. Oui. Et le nouveau travail de Timothée, ça va? Oui, ça va très bien aussi, voilà. Ouais. Et son travail à elle? Ça va, oui. Vous avez parlé combien de temps? 20 minutes. Et c'est tout ce que vous avez dit en 20 minutes? Tu ne peux pas penser à d'autres choses? Bon, messieurs, je ne me rappelle pas les détails. Elle s'attend à ce que je m'en souvienne. J'ai réfléchi, j'essaie de me souvenir de tout ce que nous avons dit, Pamela, Jana et moi, mais parce que je sais que Pamela va me demander. Et je fais de mon mieux. Tu prends des notes? Bon, en effet, c'est mon petit truc maintenant, je prends des notes. Encore une fois, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre conjoint voit les choses exactement comme vous. Non. La troisième attente irréaliste d'un conjoint, c'est qu'il ou elle se comporte d'une certaine façon. Et je sais ce qu'il ou elle pense ou ressent. Il ou elle se comporte d'une certaine façon, donc je sais ce qu'il pense ou ressent, ou je le connais par cœur. Cela s'appelle la télépathie. Avez-vous déjà dit à votre conjoint, « Je sais pourquoi tu as fait cela » ou « Je sais pourquoi tu as dit cela ». Comment savez-vous pourquoi il a fait ce qu'il a fait? Bon, j'ai les preuves. Mais comment savez-vous que vous avez interprété les preuves correctement? Ce n'est pas parce qu'on vit ensemble depuis 20 ans qu'on sait tout sur l'autre. Et heureusement. Ah, comment savez-vous que vous avez interprété les preuves correctement? Un homme est marié depuis environ 10 ans et jamais n'a apporté des fleurs de roses à sa femme pendant les 10 ans. Un jour, il rentre du travail chez lui et il pense... J'ai une idée. Je pourrais acheter des roses pour ma femme. Il achète donc une douzaine de roses rouges et il est très fier de lui. Ensuite, il voit une pâtisserie avec les chocolats en solde et il pense,
Tiens, ma femme aime les chocolats. Je ne lui en ai jamais acheté. J'en prendrai en plus des fleurs. Qu'est-ce qu'elle sera surprise! Il est si fier de lui. Arrivé à la maison, il court à la porte avec les fleurs dans une main et les chocolats dans une autre, mais il ne peut pas sortir ses clés pour ouvrir. Donc, il se met à donner des coups de pied dans la porte. Sa femme sait que c'est l'heure de son retour. Quand elle entend des coups de pied à la porte, elle s'y précipite. Elle ouvre grand la porte et le voilà, tout souriant, avec les roses dans une main et les chocolats dans l'autre. La femme lui dit « Tout m'est arrivé aujourd'hui. La plomberie a lâché, la télé est détraquée, les enfants étaient pénibles, et te voici bourré. » Voyez-vous, Non. il est possible de ne pas interpréter les preuves correctement. Attention à la télépathie. Et maintenant, quelques attentes de nous-mêmes. Il y a deux attentes irréalistes de nous-mêmes. Notez que ce sont les deux attentes qui sabotent le plus souvent les relations et surtout les mariages. Bon, la première attente est
Je dois être parfait. Je dois être parfait dans tout ce que j'entreprends. Comprenez-vous pourquoi c'est une attente irréaliste? Pouvez-vous être parfait? Existe-t-il quelqu'un qui peut être parfait? Pourtant, si un enfant grandit avec l'idée que je ne peux pas faire d'erreur, cela deviendra une attente non satisfaite. Dans sa vie d'adulte, ça se traduira par la colère, voire de la dépression. En outre, si mon critère personnel est placé très haut, la perfection, je vais également demander ou m'attendre à ce que mon conjoint soit parfait. Par conséquent, je serai très, très critique. Je serai destinée à une séparation émotionnelle avec celui que je prétends aimer le plus. Ceci est très important. De nombreuses recherches ont été faites dans ce domaine et il semble universel que le critère numéro 1 pour déterminer si un mariage arrivera jusqu'aux noces d'or, c'est la quantité de critiques perçues comme telle. Peu importe si celui qui distribue la critique l'entend comme telle, c'est la perception qui compte. Et elle mettra fin au lien émotionnel, sinon physique, par le divorce. La critique. La seconde attente irréaliste vis-à-vis de nous-mêmes, c'est quoi que je fasse, rien de bon n'en sortira. Quoi que je fasse, rien de bon n'en sortira. Vous connaissez peut-être des gens comme cela. Bien que nous les aimions, ils nous épuisent parce qu'ils sont vraiment privés d'affection. Ils ne peuvent pas garder longtemps des amis. Ils épuisent leur conjoint. Et si leur partenaire tient bon, c'est parce que c'est quelqu'un de bien qui se consacre au mariage. À cause de leur privation émotionnelle, ces gens ont besoin d'une approbation permanente. Ils vampirisent ceux qui croient aimer le plus. Donc, si vous vous reconnaissez dans une de ces façons de penser, dites-vous bien qu'il vaut mieux chercher la bonne direction et non pas la perfection. Au départ, il faut reconnaître votre problème et accepter le défi de changer. Reconnaissez votre problème et acceptez le défi de changer. Deuxièmement, cherchez de l'aide. C'est déjà bien d'être venu à ce séminaire. Vous pouvez aussi lire des livres. Mais si jamais vous n'arrivez pas à vous changer après 4 ou 5 mois de réels efforts, il peut y avoir une cause médicale et ce serait bien de consulter un médecin. Cherchez de l'aide. Numéro 3. Comptez sur Dieu pour satisfaire vos besoins. Comptez sur Dieu pour satisfaire vos besoins. Au lieu de vous tourner vers quelqu'un qui ne vous donne pas l'amour inconditionnel et l'approbation que nous désirons tous, tournez-vous vers Dieu pour cette approbation et amour sans condition. Quel choix avez-vous? Soit vivre d'un air malheureux et rendre malheureux ceux qui partagent votre vie, soit choisir une autre façon de vivre. Faites de Dieu la source de votre force, votre sécurité, votre identité. Il est important de s'occuper de ces attentes irréalistes. Si le couple n'apprend pas à adapter ses attentes dans les 10 premières années de mariage, ils peuvent rester ensemble physiquement, mais pas émotionnellement. Voilà pourquoi nous devons tous apprendre à modifier notre comportement. En conclusion, nous aimerions vous laisser un seul mot, la souplesse. C'est la clé de toute relation réussie. Si les deux conjoints sont très inflexibles, ils auront des problèmes dans tous les domaines. Nous avons commencé cette séance avec Patricia et Patrick. Pour reprendre brièvement, chacun était irréaliste dans ses attentes de l'autre. Patricia veut que Patrick tourne autour d'elle après 40 ans de mariage avec la même intensité romantique qu'il avait au début. Patrick veut que Patricia paraisse 20 ans quand elle en aura 60. Irréaliste. Mais que se passe-t-il si tous deux modifient leurs attentes dans le monde réel? Ainsi, Patricia pourrait dire en regardant Patrick, «
Chérie, je sais que tu ne peux pas tourner autour de moi exactement comme tu faisais au début, mais cela me ferait vraiment très plaisir si tu pouvais peut-être une fois par jour me regarder et me dire que tu m'aimes. Je t'aime. Oh. Je sais. Bon, n'importe quel homme peut apprendre à faire cela, n'est-ce pas? N'importe quel homme peut apprendre à faire cela. Bon, c'est réaliste, n'est-ce pas? Et si Patrick disait, je sais que tu vas vieillir, moi aussi, et je vais t'aimer, malgré tout ce qui arrive dans la vie, n'empêche, tu sais que le visuel est important pour moi. Je sais. Donc, il est aussi important pour moi de travailler ensemble, à bien se nourrir, à faire de l'exercice, à gérer notre poids, etc. Si tu pouvais rester dans les 15 kilos de ce que tu étais au début de notre mariage, cela représenterait beaucoup pour moi. C'est raisonnable. Un peu de travail dur, oui, mais c'est raisonnable. Voilà une attente vraiment réaliste. Mais que se passe-t-il avec Patricia et Patrick si ni l'un ni l'autre ne pense à l'autre? Si Patrick disait, je t'ai dit au début de notre mariage que je t'aimais, si je change d'avis, tu seras la première à le savoir. Ah, mais Patricia n'est pas beaucoup mieux. Si elle dit, tu m'aimais à 50 kilos, tu ferais mieux de m'aimer à 100 kilos. Wow! Ainsi, mesdames et messieurs, la solution est très simple. Chacun de nous doit apprendre à modifier ses attentes. Modifiez vos attentes. Bien que vos attentes soient réalistes, dans votre propre relation, elles sont peut-être irréalistes. Soit nous modifions nos attentes, soit nous vivons avec la colère et la dépression le restant de nos jours. Merci. Merci. Prenez le mot ménage. Rien n'est plus facile à comprendre. Ménage signifie ménage, n'est-ce pas? Enfin, peut-être, et peut-être pas. Personne ne peut voir le monde exactement comme le voit son prochain. Et bien souvent, les mêmes mots ont un sens un peu différent d'une personne à une autre. L'acceptation du fait que les perceptions de l'autre peuvent être très différentes des vôtres parfois est essentielle à une communication saine. Différent ne signifie pas nécessairement mal. Le plus souvent, il signifie simplement autre.